Bonsoir à toutes et à tous. On attend encore quelques instants que tout le monde nous rejoigne et on va pouvoir démarrer ce nouveau webinaire. Bonsoir à tous, je vois des noms connus ce soir. Donc bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à une destination qui fait rêver tous les passionnés de nature, Churchill, la capitale mondiale des ours polaires. Alors merci d'être avec nous ce soir, vous êtes nombreux ce soir pour cette présentation. Donc, on a la chance d'être accompagné de Christian Kempf, que vous connaissez pour beaucoup, explorateur, naturaliste, scientifique, chef d'expédition polaire et fondateur évidemment de Grands Espaces. Christian sillonne l'Arctique depuis maintenant plus de 50 ans. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que Christian vient de publier les 2 premiers tomes de sa biographie, où il raconte ce qu'il a façonné au cours de sa vie, le terrain notamment, les rencontres et surtout, vous le savez, le Nord. Donc, ces biographies sont sans surprise pleines d'ours et de récits passionnants. Donc, n'hésitez pas à commander ces ouvrages sur le site de l'Escargot Savant. À ses côtés, ce soir, on a Benjamin Di, photographe, biologiste de formation, guide naturaliste et chef d'expédition depuis maintenant plus de 10 ans. Et cette année, il a accompagné le séjour donc, à Churchill, qui nous intéresse ce soir. Donc, il nous emmènera en images à Churchill, cette petite ville du nord canadien, nichée au bord de la baie d'Hudson, et qui devient chaque automne donc un véritable carrefour de vie sauvage avec ces ours en grand nombre. Donc, au niveau du déroulé de ce soir, Christian commencera par une petite introduction à Churchill et sur les ours en général. Et ensuite, nous partirons en immersion avec Benjamin à travers les images du dernier voyage d'octobre. Pour poser vos questions ce soir, vous connaissez un petit peu le principe. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat, donc en bas à droite de l'écran. On répondra à vos questions soit pendant les interventions ou à la fin de la présentation. Donc, merci encore d'être avec nous ce soir, si nombreux. On va pouvoir débuter et je vais laisser la parole à Christian. Oui, merci Justine et bonsoir à toutes et à tous. Et puis effectivement, un webinaire, je dirais de plus que l'ours blanc. Et aujourd'hui, on ne parlera pas beaucoup biologie des ours blancs. On sera, je dirais, extrêmement concret. Parce que d'abord, en ce mois de décembre, on voit des ours blancs partout, hein, dans nos villages, dans nos villes. Il y a évidemment la journée mondiale de l'ours, fin février. Mais s'il y a un mois de l'ours, c'est bien le mois de décembre. Et c'est pour ça que même si mi-janvier, nous aurons un webinaire passionnant sur les ours de Spitzberg, dès aujourd'hui, on va parler ours. Et l'ours blanc, indiscutablement, est l'objectif, la motivation numéro 1 des voyages polaires. Même s'il n'y a que 70% des gens qui aiment aller dans les régions polaires, il y en a 31% qui n'aiment pas le froid, qui n'y vont pas. Il reste que pour les gens qui vont vers les régions polaires, l'ours est la première motivation, l'ours polaire, l'ours blanc. La deuxième, ce sont les glaces sous toutes leurs formes, la banquise, les icebergs, les calottes, les glaciers. La troisième, ce sont les autres animaux, les baleines, les renards polaires, les morses et d'autres. Ensuite viennent les paysages et la flore, et ensuite, tout à fait à la fin, viennent les peuples autochtones. C'est vrai qu'en beaucoup d'endroits, on ne voit pas les peuples autochtones, et quand on est au Groenland, les peuples autochtones, oui, ils sont globalement de la civilisation culée, mais ils n'ont plus leurs habitudes ancestrales. L'ours blanc est indiscutablement lié à la banquise. C'est vraiment son milieu naturel. C'est là qu'il mange à 90% des phoques. De plus en plus, l'ours est obligé de se rabattre sur des proies plus occasionnelles que sont les baleines. Il y a heureusement, grâce à la protection de la nature mondiale, au moratoire sur les baleines, des baleines de plus en plus nombreuses de nouveau. Il y a 30 ans, on ne voyait pas beaucoup de baleines dans le Grand Nord, maintenant on en voit régulièrement.
Et de ce fait-là, il y a aussi beaucoup de baleines qui meurent et qui s'échouent le long des plages. Et c'est une nourriture providentielle pour les ours. Les ours, d'ailleurs, ont passé les diverses périodes froides de l'ère quaternaire très à l'aise, mais les périodes chaudes, c'était pour eux des périodes difficiles et ils les ont passées justement se nourrissant de baleines de bord de plage. Donc, où voir des ours? D'abord, évidemment, là où il y a de la banquise. Exceptionnellement, on peut voir des ours dans le nord de l'Islande, mais pas longtemps, parce que l'Islande est habitée. On peut en voir au Québec ou au Labrador, mais là aussi, dans ces régions, les ours sont souvent chassés, tués dès qu'ils arrivent, car ils représentent un danger potentiel pour les habitants. Donc, oublions les zones limites. On pourrait dire la même chose en Russie, dans la région de la Tchoukotka, mais l'ours est véritablement dans les régions polaires, là où il y a la banquise, et en particulier là où la banquise subsiste toute l'année durant. À partir de là, vous pouvez très bien voir, sentir, comprendre que l'ours lié à la banquise connaît un certain nombre de problèmes. Et est-ce qu'il y a de plus en plus d'ours, de moins en moins d'ours? Point d'interrogation. En fait, nous avons ici l'extension minimum de la banquise que vous voyez sur cette image. Et vous voyez que sur la côte est du Groenland, il y a toujours de la banquise. Dans l'archipel nord-canadien, il y a toujours de la banquise. Au Spitzberg, en terre François-Joseph, il y en a aussi un petit peu. Ben, on a capturé là, en 3 mots, Arctique, Spitzberg et Arctique russe, côte est du Groenland et archipel nord-canadien et ouest, les grands lieux où il y a des ours. Sur les environ 22 000 ours, on ne va pas discuter si on a 20 000 ou 25 000. Hein. Mais en 1973, au moment de la protection de l'ours, il n'y en avait plus que 7 à 8 000. La population est revenue à 22 000 environ. 60% de la population se trouve dans l'archipel nord-canadien ou au nord du Canada. Donc, région de banquise. Ensuite, ces populations d'ours polaires, il y en a, selon les spécialistes, il y en a 19 ou 20, à savoir si l'image du milieu au niveau du bassin de l'Arctique est une population en tant que telle ou si ce sont que des individus qui passent. Peu importe, il y en a soit 19, soit 20. 20, c'est celle du pôle Nord, je dirais. Et vous voyez sur cette image des populations qui augmentent, des populations qui diminuent. En fait, il est difficile de compter les ours blancs et de savoir combien il y en a. Je dirais, sans vouloir trop m'avancer, mais qu'il y a simplement des régions où on les voit plus facilement que d'autres. Et ces régions, ce sont ces grands points, ces grands ronds. Vous le voyez en Tchoukotka, en Russie, donc. Vous le voyez dans la mer de Barents, c'est-à-dire le Spitzberg, la terre Franz-Joseph. Vous le voyez dans le détroit de Lancaster. Et puis, cette carte présente, à mon sens, une petite erreur. La côte est du Groenland, pendant longtemps, la population était inconnue. Les recherches faites depuis 3 ans montrent qu'il y a au moins 2000 ours dans cette région. Donc, c'est la 4e grande zone de population d'ours blancs. Alors, à partir de là, nous, si on s'intéresse aux ours blancs, pardon, on n'en est pas encore où les voir. J'allais oublier une partie de mon introduction. L'ours a toujours fasciné l'homme, les premiers explorateurs. L'ours est un animal dangereux. Un ours sur 4 mange l'homme. Quand on va camper dans le Grand Nord et qu'on passe un bivouac dans le Grand Nord, il faut faire très attention parce qu'on ressemble à un phoque dans notre sac de couchage. Il faut faire très attention. Donc, l'ours a toujours fasciné et l'ours a toujours été, je dirais, à la fois le concurrent et le maître des Inuits. Pour les Inuits, l'ours représentait le seigneur des lieux. Il était chassé au harpon, il était chassé à l'arc et la flèche et puis au piégeage. Ensuite, l'ours en revanche a disparu principalement à cause de notre appétit de fourrure. Ce sont des pièges, ces pièges boîtes. Ici, c'est une photo qui a été prise au nord du Spitzberg, il y a un piège qui n'existe plus, il a été vandalisé, hélas. Et il y a là une boîte en bois avec un fusil à canoncier dont la gâchette est reliée à un morceau de viande. Et quand l'ours tire sur la viande, il se tire une balle en pleine tête. C'est indiscutablement, et ce sont indiscutablement les trappeurs, les chasseurs, qui sont à la base de la raréfaction de l'ours blanc dans le monde.
Cette photo, c'est pas d'intelligence artificielle ou c'est pas du truc machin de traficage de photos. C'est une photo réelle. On avait vu un ours, c'était dans le Wijdefjord de Spitsberg, le long de la plage. Le temps de mettre les zodiacs à l'eau, malheureusement, c'était nul de notre part. Hein. Parfois, on est très bon, on est excellent. La plupart du temps, on est bon. Mais là, on était très mauvais, on a perdu l'ours. Et on ne savait pas où il était. J'ai quand même décidé de mettre tous les zodiacs à l'eau et d'aller le long de la plage. Ben, pensez donc, c'est normal qu'on ne le voyait plus, l'ours. Il est rentré dans une hutte de trappeur. Et quand on est arrivé, il y a une personne qui m'a dit, il y a un chien dans la hutte de trappeur. Ben non, c'était un ours. Et quand on est arrivé, il a pris peur. Il n'est pas sorti par la porte, il est sorti par la fenêtre. Et puis voilà, une petite histoire d'ours telle qu'on peut en vivre, exceptionnellement certes, mais qui est une sorte de revanche de l'ours sur les trappeurs. Alors maintenant, où voir des ours? Alors pour le moment, l'Arctique, ben, il y a 18 000 km de côte qui nous sont interdits. Hein. La Russie. La Russie, ce n'est pas l'endroit où il y a le plus d'ours. Il y en a en Tchoukotka, probablement une population de plus de 1500. Ailleurs, là-bas, ils n'arrivent pas jusqu'en bord de côte. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les ours puissent se reproduire, si ce n'est sur l'île Wrangel, si ce n'est sur les îles, donc Wrangel, les îles de Nouvelle-Sibérie et ensuite la terre François-Joseph. Mais même si la Russie n'est pas un endroit privilégié, je dirais, pour l'observation des ours blancs, sauf sur l'île Wrangel, où d'ailleurs, permettez une parenthèse, ont été vus il y a maintenant quelques années avant le Covid, la plus grande concentration d'ours jamais observée au monde. Hein. Plus de 160 ours qui étaient autour de 2 cadavres de baleines, c'est absolument anormal, mais c'était un événement exceptionnel. Hein. Mais mis à part ça, l'Arctique russe n'est pas très très connu pour ses sources blancs, hein, et de toute manière nous est interdit pour le moment. Par conséquent, qu'y a-t-il comme pays? Il y a ce pays qui est en violet, le Spitzberg. Le pays qui est en brun, c'est le Groenland. En vert, l'Alaska et ce grand pays qui est le Canada, qui est le deuxième plus grand pays après la Russie au monde, hein, et qui concentre environ 60% de la population d'ours blancs. Alors, a priori, on a envie de se dire, ben, on va au Canada. Oui et non. Et je vais venir maintenant région par région et problème par problème. Premier problème sont les autorisations mises en place. Les communautés locales ont le droit de chasser des ours. Hélas, on en tue encore de trop. Il y a encore 1200 ours qui sont tués tous les ans, c'est-à-dire l'accroissement annuel de la population. Et c'est pour ça qu'on n'aura jamais 25 000 ours ou 30 000 ours, parce qu'on en tue de trop. La chasse, il devrait y avoir un moratoire sur la chasse aux ours, hein, sans complètement casser les traditions des Inuits et des autres peuples premiers. Mais quand il y a une espèce vulnérable, ben, il faudrait véritablement la protéger plus. Mais bon, on continue à chasser. Mais cette chasse ne fait pas que le nombre d'ours soit ou devienne moins nombreux d'année en année, hein, mais fait en sorte qu'ils soient plus farouches. Souvent, je dis à mes guides, les ours blancs au Spitzberg, vous pouvez les regarder en bord de plage. Mais sur la côte est du Groenland ou au Canada, regardez toujours en hauteur. En fait, les ours sont pas bêtes. Ils ont compris, ils se sont mis à hors de portée de fusil, souvent en hauteur. Voyez. Et l'observation des ours, même si parfois on en voit très bien, parfois on en voit qui ne sont pas farouches, on voit des jeunes ours qui n'ont pas d'expérience et qui n'ont pas encore senti des tirs de carabine de près ou qui sont simplement curieux ou qui sont curieux par la force des choses parce qu'ils doivent chercher la nourriture et qu'ils se disent que ces zodiacs qui avancent dans l'eau, c'est quelque chose à manger. Bref, mais globalement dans ces régions, du nord-ouest du Groenland, du sud du Groenland, de l'Est et du Canada et de l'Alaska d'ailleurs, les ours sont chassés, donc plus farouches. Il y a certainement un endroit où les ours sont parmi les moins farouches, c'est l'archipel du Spitzberg, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et cet archipel du Svalbard ou du Spitzberg, pourquoi les ours sont-ils peu farouches? C'est parce que depuis 1973, ils sont complètement protégés. On ne tue plus aucun ours à cet endroit. Il y a environ 50 ours sur l'ouest du Spitzberg en été, environ 250 sur l'est, c'est pour ça qu'on va vers l'est. Mais là viennent d'autres problèmes, au Groenland et au Canada, et au Spitzberg. Au Spitzberg, depuis maintenant le 1er janvier 2025, on n'a plus le droit
d'approcher les ours à moins de 300 mètres ou à moins de 500 mètres, selon les mois de l'année. 300 mètres en été, 500 mètres au printemps. Au Groenland, à moins de 200 mètres. Alors, quand on a des grands téléobjectifs, c'est OK, c'est bon, mais sinon, ce n'est pas bien pratique pour les photographes. Ensuite, au Spitzberg, il y a quelques endroits exclus, pas beaucoup. Au Groenland, parce que les parcs nationaux sont ouverts d'accès. On n'a pas le droit de débarquer en beaucoup d'endroits. Il y a quelques dizaines de sites. En revanche, on peut aller le long de la côte et essayer de voir des ours, mais dès qu'on voit un ours, il faut aller à 300 mètres. Voilà, ça c'est la Norvège. Le Groenland, c'est pareil. Le Groenland, il faut qu'on reste à 200 mètres des ours. En revanche, on peut débarquer plus ou moins n'importe où, sauf, notamment dans le Skogsbysund, des zones de plus en plus nombreuses et importantes que les Inuits veulent se réserver pour la chasse aux ours, pour la chasse au narval. Ils veulent pouvoir chasser en paix sans les touristes. Parce qu'évidemment, des images de chasse à l'ours ou de chasse au narval sont très incommodantes pour l'opinion publique. Et de ce fait-là, les Inuits, étant maîtres de leur territoire, ou du moins le territoire qu'ils ont conquis il y a quelques milliers d'années, nous refusent maintenant les autorisations. Et le Groenland, y compris dans le parc national, on a des limitations de plus en plus importantes. Au Canada, je dirais que c'est pire, non pas en termes de limites, mais vous avez des communautés, je pense à celle de Clyde River, ça ne vous dit rien, mais c'est sur l'ouest de la terre de Baffin, celle de Pond Inlet, celle de la région de la baie de Boutier, où ce sont des dizaines de milliers de kilomètres carrés qui sont exclus pour le tourisme. Parce que les Inuits n'ont pas envie de voir les touristes, ils ont envie de chasser les ours tranquilles. Donc, en résumé, au Canada, génial. Beaucoup d'ours, mais farouches. Et puis, beaucoup d'endroits interdits par les communautés. Au Groenland du sud-ouest, il n'y a pas d'ours. Enfin, il n'y en a pas exceptionnellement, si je puis dire. Hein, mais en été, il y en a en hiver, mais en été, il n'y en a pas. Le nord-ouest, il y en a. Chassé, difficile à voir. Parc national du nord-est du Groenland, fabuleux. On voit des ours. En revanche, ils sont chassés par les Inuits de Kortomit et de Skogsbysund, donc certains sont farouches. En revanche, la banquise est très présente et donc les ours sur la banquise, je dirais, sont très sympathiques à voir. C'est un des lieux faciles d'observation. Et enfin, le Spitzberg. Mais Spitzberg, il ne faut pas rester le long des côtes maintenant. Et ça, c'est le petit côté commercial. Je dois quand même vous rendre attentif au type de voyage que nous faisons, parce qu'il y a parmi nous des gens qui voudraient bien faire de belles photos d'ours et que les ours sont souvent extrêmement peu farouches et viennent au bateau et viennent nous regarder. Ben, à ce moment-là, on va au-delà des 12 000 marins. Et là, ben, les ours ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'approcher du bateau. Nous, on peut s'approcher d'eux avec toujours la même déontologie, néanmoins, ne pas déranger l'animal. Il ne faut pas changer son comportement, mais tant qu'on ne le dérange pas, ma foi, on ne fait rien de particulier. Alors, cela donne évidemment des images formidables. Quand on a la chance d'être dans une hutte de trappeurs, et c'est le cas, parfois on voit les ours de très près, et puis voilà, c'est un spectacle que l'on a assez régulièrement avec des bateaux de croisière expédition. C'est un ours qui se dit, mais c'est quoi cette grosse chose là où il y a des effluves de poissons, de saucisses, il y a des odeurs diverses et variées. Je veux aller voir. Il vient voir, et alors c'est le plaisir des photographes avec des ours qui s'approchent du bateau. Sachez simplement maintenant qu'au Spitzberg, quand on a ce cas de figure, quand on est au-delà des 12 000 marins, on se frotte les doigts, ou plus exactement, on se frotte l'index, et c'est génial, avec l'appareil photo. En revanche, quand on est au Spitzberg, le bateau est obligé de quitter, puisqu'il y a une distance de 300 mètres en été qu'il faut respecter. Alors évidemment, le bateau, même s'il quitte, parfois l'ours y suit. Ici, on est au large de l'île Blanche, et il y a un ours qui tournait autour du bateau, au grand bonheur d'ailleurs des passagers et de l'équipage, comme vous le voyez. On voit de plus en plus aussi des scènes assez extraordinaires. Autrefois, j'ai bien vu, les photographes avec leur grand téléobjectif avaient cherché la belle photo d'ours. Maintenant, c'est de plus en plus la photo composée. Ici, d'une mère ours et de deux jeunes avec une de leurs proies, les morses. Et puis ici, mais quel gâchis, hein. Un ours qui mange un narval. Mais voilà, c'est aussi une photo qui a été prise au nord du Spitzberg. Et en plus, comme spectateur, il y a une mouette ivoire. C'est vraiment une photo polaire très rare. Et puis hélas,
la chasse continue, je vous l'ai déjà dit, ici, c'est un des bons chasseurs d'hytocortomites qui aligne une partie de son butin du printemps, 5 ours de tuer. L'autre problème, donc la chasse, l'autre problème, la pollution. Ici, vous voyez un ours qui est marqué par une balise et qui est sur une plage de Spitzberg, où le plastique, les filets sont là. Ça, c'est de la pollution visible, mais aussi de la pollution fine, qui est radioactive, ou alors des organophosphorés chlorés, des métaux lourds, et qui font que 11% des ours au Spitzberg, 8 à 9% au Canada, soient stériles. Autre problème pour l'ours, à côté de la fonte et de la réfraction de la banquise. Et donc, pour terminer, voilà ces grands pays, Canada, Alaska, Groenland, Spitzberg, où on peut voir des ours, à condition qu'on puisse aller dans les sites et qu'ils ne soient pas d'une année à l'autre ou d'un mois à l'autre fermés par les Inuits. Nous avons eu le cas, c'était en 2023, on voulait aller à un endroit et 2 mois avant, les Inuits ont fermé la zone. Et donc, on n'a pas pu y aller. C'est hélas des choses qui peuvent arriver dans le futur. Les Inuits sont maîtres de leur lieu et nous non. Et le tourisme est toujours le parent pauvre, hélas, de ces observations tous. À l'exception de 2 sites, un qui n'est plus fréquentable, c'est celui de Kaktovik, dans le nord de l'Alaska, à cause de la grippe aviaire. Les locaux ne veulent pas que les ours soient... Les administrations locales ne veulent pas que l'ours soit contaminé via l'homme par la grippe aviaire. Il y a eu des cas de grippe aviaire chez les ours. Et d'un autre côté, la capitale mondiale des ours blancs, que j'ai eu la chance de découvrir il y a 40 ans, mais qui est toujours aussi passionnante. Et ça, c'est Benjamin qui va vous en parler. Merci beaucoup, Christian, pour cette introduction et ces comparaisons très intéressantes sur l'observation de l'ours en fonction des régions, de leur lieu de vie, du lien avec la chasse ou la protection. Et maintenant, on laisse la parole à Benjamin, qui va nous parler plus particulièrement du voyage donc, à Churchill, qu'il a guidé cette année et qui va nous expliquer le contexte environnemental de ce lieu si unique. À toi, Benjamin. Bien, bonsoir à tous. Donc, merci Christian pour cette merveilleuse introduction. Je vais me focuser naturellement plus sur la baie d'Hudson et sur Churchill, finalement, qui est la capitale mondiale de l'ours polaire, parce que le tourisme s'est développé là-bas déjà depuis des décennies et vous allez pouvoir observer là-bas des ours polaires dans un contexte assez différent que Christian vient de vous parler, c'est-à-dire des contextes plus libres ou alors plus englacés, on va dire, parce qu'on va se retrouver rapidement dans la partie la plus méridionale, finalement, à travers le monde circumpolaire, où l'on peut trouver des ours, c'est la baie d'Hudson. Donc voilà, Christian vous a parlé un petit peu des glaces de l'Arctique et de la zone de l'aire de répartition de l'ours polaire. Et naturellement, si vous regardez cette petite carte en haut, eh bien, on voit très bien sur la baie d'Hudson que c'est la zone, en termes de latitude, où les ours polaires sont présents le plus au sud sur la planète. Ce n'est pas un hasard. Finalement, la zone isothermique inférieure à 10 degrés, donc c'est-à-dire la moyenne annuelle des températures inférieures à 10 degrés, eh bien, se retrouve auprès de la baie d'Hudson, ce petit arc bleu autour de la baie d'Hudson que vous pouvez voir ici. Donc la baie d'Hudson est finalement un havre pour les ours polaires très au sud dans ce qu'on pourrait appeler toute la zone circumpolaire. Donc Churchill, voici cette localisation. Donc auprès de cette immense baie d'Hudson qui fait 1 200 000 km². Donc c'est une zone d'étendue d'eau arctique immense, qui est finalement un réservoir de nourriture pour des ours polaires, pour de nombreux ours polaires dans l'Arctique canadien. On a environ une population de 2100 ours polaires sur l'ensemble de la baie d'Hudson. Alors, si vous regardez où est situé Churchill, en termes de géographie, de territoire, on est dans le nord du Manitoba, et puis près de la frontière du Nunavut. Christian a mentionné que sur l'ensemble de la population mondiale d'ours polaires, bien les 2/3 de la population se trouvaient dans l'Arctique canadien et 90% de ces ours se retrouvent au Nunavut, donc juste à la frontière nord du Manitoba. Donc on est sur le rivage à proprement dit de la baie d'Hudson et les ours polaires vont se concentrer là-bas à l'automne,
en attendant naturellement la glaciation de la baie d'Hudson. Le retour des glaces, l'habitat privilégié de chasse des ours polaires revient aux alentours de fin novembre dans cette zone. Et il y a dans cette aire des grandes rivières, comme la rivière Churchill, mais d'autres qui mettent beaucoup d'eau douce en surface de la baie d'Hudson. Et naturellement, eh bien, sur cette zone, les glaces de mer vont arriver les premières à la fin novembre, ce qui va permettre aux ours polaires de partir chasser. Donc, ils vont naturellement attendre dans un contexte de glaciation et ils vont se concentrer là pendant environ, allez, 1 mois, 3 semaines, 1 mois et demi, vraiment à l'automne, dépendamment des années, pour attendre la glaciation de la baie d'Hudson et du territoire de chasse. Donc, je vous ai mis une petite carte ici, donc Churchill toujours avec cette étoile rouge pour bien vous situer. J'ai également, vous voyez également que Churchill est à la croisée de différents milieux, de différents écosystèmes. D'abord, les plaines de la baie d'Hudson, qui sont des immenses zones humides au sud, qui sont extrêmement importantes pour l'avifaune dans le nord de l'Arctique. Dans l'Arctique canadien, énormément d'oies, énormément de canards, de limicoles viennent dans ces zones se nourrir et se reproduire au cours de l'été. Mais nous irons voir les ours polaires au cours de l'automne. Donc, naturellement, les oiseaux migrateurs seront déjà repartis. Les ours arrivent parce que le froid arrive et la glace arrive, mais les oiseaux migrateurs, eux, partent. Et puis, si vous regardez bien, eh bien, il y a cette immense taïga également. La taïga, c'est la forêt nordique qui est la plus au nord du monde et c'est la plus grande forêt vierge du monde. Elle fait l'ensemble du tour du monde circumpolaire, 8 millions de kilomètres carrés. Et naturellement, Churchill, eh bien, si vous voyez la petite flèche que je place, est un peu au carrefour d'un monde composé de taïga, de plaines de la baie d'Hudson et naturellement de l'écosystème marin de la baie d'Hudson. Donc, c'est ce qu'on appelle un écotone, c'est riche en termes de biodiversité, et les ours polaires viennent se placer ici en attendant les glaces lorsque l'hiver arrive et changer d'habitat. Ils ont passé l'été au repos sur les rochers. Je vais vous parler un peu du bouclier canadien, forcément, obligatoirement, parce que c'est dans ce contexte que vous allez les observer là-bas. C'est-à-dire que vous allez observer des ours qui attendent, qui se reposent sur des rochers, l'englaciation progressive de la baie. Donc, le contexte de la baie d'Hudson, en termes de paysage, c'est important pour vous situer un petit peu. Je vais vous parler rapidement du worm, de la dernière glaciation, parce qu'en lecture de paysage, là-bas, dans le contexte où vous allez voir les ours polaires sur les rivages de la baie d'Hudson, ça va parler. Donc, si vous regardez cette carte de glaciation, c'est naturellement le maximum glaciaire de la dernière période glaciaire, le worm, il y a 18 à 22 000 ans. Et il y avait un inland sea sur l'ensemble du Canada. Donc, je l'entoure un peu avec ma petite flèche ici. Un inland sea, c'est quoi ? C'est un glacier continental de plus de 50 000 km². Il en reste 2 sur la planète à l'heure actuelle. Le Groenland, dont Christian a parlé, et naturellement l'Antarctique, qui est de loin le plus grand. Mais à cette époque, au worm, il y a 18 000 ans, regardez, le Canada en entier était recouvert d'un inland sea qui s'appelait l'inland sea laurentien. Donc, pareil, énormément de glace, jusqu'à 4000 mètres d'accumulation. Donc, c'était un immense glacier. Et son épicentre le plus important était grosso modo situé dans la région de la baie d'Hudson. Alors, naturellement, depuis des milliers d'années, nous sommes sortis de cette période glaciaire, le climat s'est réchauffé et cet inland sea a disparu. Naturellement, on a ce qu'on appelle là-bas désormais dans la baie d'Hudson un rebond isostasique. Très important, c'est quoi ? C'est le simple fait que la pression de la glace, le poids de la glace sur cette partie de l'Amérique du Nord, s'est libéré et le manteau terrestre, la croûte terrestre a été renvoyée en altitude, en élévation par le manteau terrestre. Donc, ça donne énormément de plages surélevées, énormément de paysages aussi érodés, et on voit beaucoup de blocs erratiques, et puis transportés par les glaciers, naturellement, et puis des grandes parties du bouclier canadien, qui a des roches qui peuvent atteindre un âge phénoménal de 3 milliards d'années, donc composées de gneiss et principalement de granit, des roches très très dures, qui sont très arrondies, très
érodés par la force des glaces, et on a aussi des contextes, beaucoup de plages un petit peu surélevées, qui naturellement sont des fonds marins qui reviennent, qui sont désormais au-delà des limites des marées, des zones interdidales, et qui donnent un peu des paysages de grandes plages qui arrivent sur le littoral. Donc ça va être important un peu pour cerner le contexte dans lequel vous allez pouvoir observer ces ours. Et naturellement, c'est un des seuls lieux également où vous allez pouvoir voir des ours dans une toundra arbustive et surtout dans des contextes aussi de taïga, puisque la proximité des arbres est juste à côté. Et ça, c'est assez rare dans le contexte d'observation des ours polaires. Je vous avais fait quelques slides sur les traités de conservation de l'ours polaire. Je ne vais pas m'y attarder parce que Christian en a déjà beaucoup parlé. Donc, vous savez que depuis 1973, l'ours polaire est préservé par les pays qui en avaient, donc naturellement la Norvège, et puis les États-Unis avec l'Alaska, le Canada, et puis la Russie. Et naturellement, ce traité de conservation signé par ces pays circumpolaires, stipule qu'il est interdit de tuer des ours polaires et de transporter ou de faire le commerce de toute partie de cet animal à travers le monde. Cependant, les populations autochtones, natives, ont le droit de conserver leur droit de chasse, de subsistance, et naturellement par des moyens traditionnels. Donc naturellement, la Norvège, comme le disait Christian, au Svalbard, c'est facile pour elle de conserver l'ours polaire parce qu'il n'y a pas de population native au Svalbard. Cependant, il y en a au Groenland, il y en a au Canada et il y en a également en Alaska. Donc, ces chiffres-là que je vous avais mis sur cette petite slide, je ne m'attarde pas trop dessus. On a environ une population de 25 000 ours polaires, 16 000 se trouvent dans l'Arctique canadien. Et naturellement, le Canada tue encore à l'heure actuelle le plus d'ours polaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'inuits, il y a aussi un peu de chasse de subsistance, mais au fur et à mesure des décennies, la chasse au trophée est devenue également un moyen de subsistance légal pour le gouvernement du Canada. Donc, comme le disait Christian, ces populations sont un petit peu en surexploitation de chasse directe dans l'Arctique, donc les populations n'augmentent plus vraiment parce qu'on est à peu près au même stade de prélèvement que du recrutement naturel des populations lorsqu'elles se portent bien. Si vous avez des questions, on pourra y revenir un petit peu plus tard. Je vais continuer à développer sur Churchill. Donc Churchill, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Churchill ? On peut voir des ours polaires partout dans l'Arctique, mais je pense qu'à Churchill, on les voit d'une façon unique. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on a autre chose qu'un bateau, qu'un Zodiac. On va utiliser des buggy. Je vais vous montrer des photos de véhicules qui vont vous emmener dans la toundra, dans la taïga, ou sur les littoraux de la baie d'Hudson. Et on va les voir de façon complètement sécuritaire en pouvant approcher ces animaux bien au chaud, en attendant qu'ils commencent à s'activer sur les littoraux, sur ces grands blocs de granit de la baie d'Hudson. Et ces buggy sont très bien faits. Ça donne une proximité assez unique avec les animaux. On a parlé un petit peu de la distance réglementaire qui changeait beaucoup à travers l'Arctique à l'heure actuelle, principalement au Svalbard, avec des 300 mètres, 500 mètres, le Groenland est à 200 mètres. Ici, il n'y a pas de restriction au niveau des approches. Et les ours, en fait, viennent d'eux-mêmes. Les buggy sont positionnés sur le littoral de la baie d'Hudson. Et les ours, mènent leur vie, sont curieux naturellement et passent parfois à moins de 10 mètres des buggy et se présentent un petit peu dans des contextes surprenants parce qu'on est carrément dehors sur des petits balcons à l'arrière des buggy et puis ils passent parfois à 5-10 mètres. C'est des observations qui ne peuvent, un type d'observation qui a ses plus et ses moins, mais qui ne peut être réalisé que à cet endroit. Donc voici le genre d'observation que vous allez pouvoir faire. Vous voyez, des ours qui finalement soit vont dormir sur des blocs de granit, soit s'activer. Et on est dans un contexte où ces roches de granit sont absolument superbes et ces ours se concentrent parfois sur des caps en densité de 4, 5, 6. C'est parfois des individus isolés, mais principalement des petits groupes sur les caps. Et naturellement, les buggy sont placés sur les plages surélevées
en attendant que les ours mènent leur vie et s'approchent des buggy. Donc voilà typiquement le genre d'observation que vous allez pouvoir faire. En général, entre 10 et 70 mètres, parfois plus loin, parce qu'on voit aussi des ours à la jumelle qui redescendent ou qui s'activent dans les zones forestières, donc dans la taïga, et qui remontent vers les littoraux, mais vraiment ceux qui sont sur les littoraux, vous allez pouvoir les voir dans des distances qui varient de 10 à 70-80 mètres relativement régulièrement. Donc voici encore des images, beaucoup de mâles, beaucoup de femelles, des jeunes de l'année également, c'est probable, dépendamment des opportunités. Donc vous voyez, beaucoup de graminées, beaucoup de rochers de littoral. On est vraiment dans un contexte où on va avoir la baie d'Hudson en arrière-plan, en quasi continu au cours de ce voyage. Voici des photos qui ont été faites au cours du voyage du mois d'octobre de cette année, donc il y a quelques semaines, quelques mois. Donc des ours qui sont en pleine forme aussi, vraiment, qui se reposent, qui sont très souvent, il faut le dire, aussi au repos. Ce sont des ours qui viennent de passer une période de disette estivale. Naturellement, les glaces ont disparu depuis un moment. Je vous rappelle qu'on en est les parties les plus méridionales de l'aire de répartition de l'espèce. Donc, c'est ici qu'il manque le plus de glace, mais comme vous pouvez le voir, ils se portent quand même très, très bien. Ce genre d'image est relativement typique. Vous voyez, c'est ce bouclier canadien avec des roches très, très vieilles et puis ces ours qui dorment dessus en attendant. La baie d'Hudson est toujours juste derrière, en attendant naturellement que la glace revienne sur les eaux. Et puis en premier plan, vous voyez cette toundra qui a plus à caractère arbustif. On est vraiment dans un contexte qui part de la taïga dans les terres, qui s'ouvre en toundra forestière progressive, qui finit en toundra, en graminée, en plaine de la baie d'Hudson quasiment, et puis tous les littoraux de la baie d'Hudson qui s'ouvrent derrière, et les ours se rassemblent petit à petit au cours de l'automne sur ces zones. Donc voici encore des ours qui dorment dans la toundra arbustive. Il n'y avait pas de neige encore cette année, les températures ont été relativement clémentes. On avait des -4 la nuit, et puis probablement en journée, parfois des températures qui étaient de 9-10 degrés. Donc pas de grand froid encore, c'est très variable en fonction des années. Et parfois, il y a de la neige au sol. Donc naturellement, ces ours attendent, ils se concentrent, et dès que la banquise va être là, par contre, ils vont disparaître. Et au mois de début décembre, en général, les activités d'observation se tarissent progressivement parce que les ours partent sur la baie d'Hudson. Donc voilà, des ours qui sont curieux, qui dorment, qui se lèvent, qui marchent sur le littoral, qui sont beaucoup en interaction aussi, parce que parfois ils se concentrent sur des captures, comme je vous le disais, donc ça donne l'opportunité de faire différents types d'images. Voici typiquement des ours qui dorment, des gros mâles parfois, qui somnolent sur les littoraux. Toujours des femelles, des jeunes, sur des blocs de granit. Et puis naturellement, aussi des jeunes de l'année sur des plages surélevées, comme je vous le disais, qui donnent encore des paysages différents pour l'observation. Voilà, ce genre d'image. Et pour les buggy, l'outil un peu principal d'observation, cette fois-ci, ce n'est pas un navire, ce ne sont pas des Zodiacs, c'est un espèce de bus monté sur de très puissantes roues qui vous emmène vraiment sur des chemins de toundra autour de Churchill en direction du sud-est de Churchill, en direction du parc national de Wapusk. Nous n'irons pas dans le parc national de Wapusk, attention, c'est vraiment une zone préservée au Canada qui est dédiée un peu à la préservation d'un grand nombre de tanières qui sont faites dans le permafrost. C'est un des seuls lieux au monde où les ours font leur tanière dans le permafrost, donc le sol gelé en continu. Du moins, un comportement qui est aussi largement répandu dans une population. C'est un des seuls lieux au monde.
Et donc, pour revenir un peu sur ce buggy, eh bien, c'est l'endroit sécuritaire qui va vous permettre d'observer des ours. Alors, c'est extrêmement confortable. Ce bus tout-terrain fait environ 3 mètres, voire peut-être même 3 mètres 20 de large, si ce n'est pas 3 mètres 50, avec des sièges très confortables, et puis un petit réchaud au gaz qui chauffe l'intérieur. Donc, c'est très, très confortable comme condition d'observation. Vous voyez les fenêtres partout autour, vous pouvez les ouvrir pour faire des photos. Donc, il y a énormément de place, aucun problème pour ça, dans des conditions très confortables. Et derrière, il y a un petit balcon d'environ 2 mètres sur 2 mètres 50 sur 2 qui vous permet, ou même un peu plus, allez, 3 mètres sur 3, qui va vous permettre de sortir dehors et d'observer des ours, même curieux, qui peuvent venir à quelques mètres derrière les buggy. Donc voici le genre de terrain, vous voyez à travers ce grand pare-brise, le paysage typique, en fait, j'ai envie de dire, des zones avant d'arriver sur la baie d'Hudson, c'est-à-dire de la toundra arbustive avec des mares, des zones humides. Je vous disais que les pourtours de la baie d'Hudson étaient remplis de zones humides extrêmement importantes pour la vie faune de l'Amérique du Nord. Eh bien, ça passe à travers des petites rivières, des zones d'eau, et puis on suit les sentiers tracés par ces buggy dans la toundra. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur Churchill et les conditions d'observation de l'ours polaire dans cette capitale d'observation de l'ours polaire. Merci beaucoup, Benjamin. J'ai vu passer quelques questions auxquelles Christian a répondu durant l'intervention. Je ne sais pas si l'un de vous deux veut revenir peut-être sur le côté parfois où on peut s'imaginer que Churchill a trop de tourisme, comme tu disais, Christian. On peut peut-être revenir sur ce sujet par rapport au nombre de buggy, etc., au côté touristique, si vous voulez dire un petit mot, l'un de vous deux. Je pense que Benjamin y était cet automne et peut bien en parler. D'accord. Alors, il est certain que lorsqu'on va à Churchill, on ne part pas en croisière expédition dans le nord-est du Groenland, où il y a des territoires sauvages partout et où l'observation d'un ours polaire est peut-être plus rare, mais a un autre caractère dans le sens où on est vraiment cerné par une ambiance qui n'appartient qu'à l'Arctique. En effet, il y a la solitude. Churchill est la capitale mondiale de l'ours polaire. Ce n'est pas pour rien parce que finalement, la capitale de l'ours polaire, on peut la définir comme tout milieu qui lui convient et ça ressemble à l'Arctique. L'Arctique immense, des millions de kilomètres carrés. Mais Churchill est devenu finalement la capitale de l'observation de l'espèce parce que depuis des années, le tourisme a été développé là-bas et des infrastructures vous attendent. Ces buggy, on les voit, je pense que sur certains caps, dans la journée, on peut en voir, 4, 5 parfois au même endroit. En plus de ça, en périphérie de Churchill, il y a des petits bus de photographes qui emmènent les gens voir les ours polaires, naturellement. Donc cette fois-ci, on est un petit peu plus proche du monde humain dans l'Arctique, naturellement. Il y a plus d'infrastructures. Ça, il faut être clair avec ça. Mais c'est un contexte d'observation qui peut être intéressant si on veut vraiment voir l'animal, à coup sûr, quasiment, et puis de le voir pendant longtemps dans de façon sécuritaire et, je dirais, pouvoir rester au contact de ces animaux dans leur milieu naturel de façon, comment vous dire ça, facile. Ça, c'est sûr. Pour la densité. Pardon, je voudrais, Benjamin, ajouter deux choses. D'abord, répondre à une question. Auriez-vous une photo extérieure du buggy? Oui. Regardez dans notre catalogue, soit papier, si c'est papier ou web, page 61. Vous avez une photo du buggy avec un ours qui est posé contre, si je puis dire. Et voilà. Benjamin, tu le diras également. Le cas échéant, mais Churchill, alors c'est ours de chez ours, hein, on est tout à fait d'accord. Mais, et tu l'as dit dans ton exposé, il y a également une profondeur historique avec Fort Churchill, où d'ailleurs les Français ont délogé les Anglais avant d'en être délogés. Enfin bon, voilà. Une profondeur historique avec le monde Inuit,
avec le monde de la police montée canadienne, etc. Donc ça, c'est une chose. Et puis d'un autre côté, quand on regarde en l'air, il y a des aurores boréales, quoi. Je veux dire, le mois de septembre, octobre sont excellents pour ça. C'est une des régions les plus sèches. Alors, j'espère qu'elle restera sèche parce que lors du passage du nord-ouest, une région sèche et c'était bien humide, hein, mais enfin bon, bref. Et puis enfin, il y a d'autres animaux aussi. Il y a le harfang des neiges, il y a le renard polaire, le renard roux, et puis voilà quoi. Hein. Je veux dire, évidemment, c'est l'ours. Comme on va au Spitzberg pour voir l'ours, mais on voit aussi d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. Donc, bon point, parce que je me suis focusé un peu sur les conditions d'observation de l'ours polaire, mais Churchill, en effet, on peut voir d'autres choses. C'est un lieu de croisement hein, du renard roux, du renard arctique, de certaines hardes de caribou, mais il y a également ces aurores boréales. Et je dirais que le côté historique, comme tu le disais, Christian, est très intéressant. C'est aussi un endroit où, lorsqu'on marche dans Churchill, eh bien, on peut voir un hélicoptère pousser un ours polaire pour traverser une rivière ou autre. C'est-à-dire que c'est aussi la capitale mondiale de l'ours polaire en termes de contact entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire qu'ils sont parfois amenés à endormir des ours, à les relocaliser, parce que Churchill est réellement sur le bord de la baie d'Hudson. Donc, même dans la ville, on est chez ces ours polaires. Donc, il y a ce contexte un petit peu de cohabitation de l'ours polaire et de l'homme qui est intéressant de voir à Churchill. Naturellement, c'est riche en histoire, hein, pour l'histoire de la traite de la baie d'Hudson, avec toutes ces fourrures qui repartaient vers l'Europe il y a quelques siècle, qui est vraiment riche en histoire. Et vous faites aussi un petit peu de chien de traîneau au cours de ce voyage, une expérience nocturne sur des traîneaux à roues. Du coup, hein, ce sont des chars qui marchent sur des pistes. Donc, les chiens vous emmènent dans la taïga au cours de la nuit. Et naturellement, c'est un très bon endroit pour voir des aurores boréales également. J'en ai pas vu cette année, mais le contexte est parfaitement propice pour ça, en effet. Très bien. Merci Benjamin. Je vois une question sur l'organisation d'un voyage à Churchill. Bon, on pourra revoir en détail ensemble. Néanmoins, comment se passe une journée typique à Churchill par rapport à la durée de temps dans le buggy? C'est toute la journée, hein, c'est bien ça, juste pour revenir dessus. Alors, c'est bien ça. Naturellement, le highlight un petit peu d'un séjour à Churchill, au-delà de l'histoire et de la découverte de la ville, c'est de partir en buggy. Donc, les journées en buggy durent à peu près environ 8 heures. Hein. C'est de 8h30 le matin à 17h environ. Et vous mangez à l'intérieur du buggy des petits pique-niques finalement préparés par les employés des buggy. Et cette journée typique, je vous dirais qu'elle s'organise en fonction des observations des ours. C'est-à-dire qu'on part le matin, en général, les ours sont trouvés sur le littoral, sur certains caps, on y reste peut-être immobile 1 heure, on bouge vers d'autres sites et on reste là 45 minutes, 1 heure en fonction des observations. Et on tourne comme ça dans toutes ces zones les plus propices autour de Churchill. Eh bien, pour voir le maximum d'ours. À titre d'information, cette année, en 2 jours de buggy, on a vu environ 25 ours polaires dans différents contextes. Comme je vous le disais, des mâles, des femelles, des jeunes de l'année. Les observations étaient très belles. Hein. C'est des ours qui sont passés à une proximité vraiment très intéressante des buggy. Et sur les 2 jours, je vous dirais qu'il y a une journée extrêmement riche où il y a eu beaucoup d'interactions dans des concentrations de 5 à 6 ours. Et puis, on en a vu une quinzaine la première journée. Et la journée du lendemain, même condition, mais des ours qui étaient plus loin des caps ou autres. Et les conditions n'ont pas été tout à fait les mêmes jusqu'à l'après-midi où on a eu une très très belle observation d'une femelle et d'un jeune qui sont restés sur un grand bloc de granit et marché là pendant finalement 1h30. Et donc, on a pu faire de très nombreuses photos dans ce contexte également. Donc voilà, la journée typique, c'est 8 heures, on part et on revient vers 17 heures. Donc, on passe 8 à 9 heures dans le buggy. Super. Merci. Vas-y, Christian.
Et donc, par rapport aux questions, je voulais juste répondre sur quelques points de biologie. D'abord, sur la prison à ours, ça, je pense que Benjamin pourra en parler. Ensuite, est-ce que les ours hibernent? Oui, effectivement. Et ce n'est pas une hibernation au sens réel du terme. Pour la femelle, oui. La femelle va dans une tanière, se laisse couvrir de neige et met bas deux jeunes en moyenne. Donc là, effectivement, entre mi-novembre et puis début avril, il y a une hibernation. Et pour le mâle continue à se promener, mais avec des battements cardiaques légèrement moindres et donc également avec une activité moindre. En revanche, quand une effluve de phoque lui caresse les narines, à ce moment-là, il tente une chasse. Mais il y a effectivement, c'est une des stratégies animales. C'est la même chose avec nos grenouilles et nos crapauds, c'est la même chose avec nos serpents, si je puis dire, d'être en léthargie, si je puis dire, durant l'hiver pour passer la mauvaise saison. Hein. Je ne vais pas comparer les grenouilles aux ours, mais quand même. Ensuite, juste une petite anecdote, est-ce qu'il boit de l'eau douce, de l'eau salée? Il n'a pas besoin véritablement de boire. Mais pour les Inuits, ce n'est pas une anecdote, hein, c'est une réalité. Autrefois, les Inuits du nord-ouest du Groenland et du nord-est, les Inuits qu'on appelait des civilisations anciennes, quoi, indépendance, Dorset, etc., quand ils tuaient un ours, avaient l'habitude d'offrir de l'eau douce à l'ours. Car malgré la connaissance fabuleuse qu'avaient les Inuits du terrain et de l'ours, pour eux, l'ours était toujours en mer. C'était vraiment l'animal marin. D'ailleurs, il s'appelle Ursus maritimus. Hein, et autrefois, on l'appelait Thalassarctos maritimus, l'ours marin de mer. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un ours lié à la banquise et à la mer. Hein. Bon, voilà. Et les Inuits pensaient qu'il avait passé sa vie à boire de l'eau salée et que le plus grand des délices serait pour son esprit, car l'ours était mort. Mais le corps était mort, mais l'esprit de l'ours était toujours là. Et cet esprit, il ne fallait pas le fâcher. Cet esprit, au mieux, pouvait venir vers une femme enceinte et faire en sorte que l'enfant qu'elle aura ait le caractère, l'agilité de l'ours. Les Inuits disaient l'ours a la force de 12 hommes et l'intelligence de 13. Ils savaient qu'il était rusé, l'ours. Voilà. Et donc, il lui offrait ce bol d'eau douce pour que l'esprit de l'ours puisse être bienveillant quand il se promène sur le village inuit et qu'il aille voir, imprégner la femme ou l'homme qu'il faut. Quoi. Voilà. Mais bon, l'ours, on ne verrait jamais l'ours, comment dirais-je, boire de l'eau comme on ne verra jamais nos cerfs ou nos chevreuils boire de l'eau. Ça arrive exceptionnellement, mais c'est tout. Très bien. Pardon. Je vois une question sur les types d'appareils photo pour une telle expédition. Donc, je pense réellement que les réflexes et les téléobjectifs comme les 4 ou 500 mm sont bien adaptés, même plus courts. Hein. 300 mm à 500 mm, voire 600 mm sont très, très bien. Et c'est vrai que ce type de contexte de voyage s'adapte très, très bien à la photographie parce que vous avez tout l'espace nécessaire dans les buggy. Et les ours sont relativement, disons, statiques le long du littoral. Donc, oui, c'est un voyage finalement à vocation photographique. Benjamin, du coup, les fenêtres s'ouvrent hein, des buggy et on peut aller sur la petite plateforme pour prendre des photos. Hein, c'est bien ça. En effet, toutes les fenêtres s'ouvrent, donc facile de poser des téléobjectifs dessus. Et puis, dehors, sur ce balcon arrière, on peut sortir réellement en plein air s'il ne fait pas trop froid pour faire des images confortablement. Très bien, merci. Il y a la dernière question, peut-on voir des oursons à Churchill? Non. Au printemps, pas lors des voyages de l'automne. Ce qui se passe à l'automne, si vous voulez, c'est... Alors, je vais répondre sur le printemps. Churchill a la caractéristique d'être l'endroit de reproduction des ours, l'endroit où il y a des tavernes, le plus méridional. Je vais y arriver. Et là, c'est génial en scooter de neige au printemps d'aller vers des terriers, mais c'est très, très, très limité. C'est un tourisme extrêmement privé pour des photographes, extrêmement cher dans des lieux très précis. L'automne, en revanche, est plus populaire, oserais-je dire, puisque les ours attendent
que la banquise se forme. Pour les ours, jeûner 15 jours, 3 semaines, ce n'est pas du tout un problème. Les ours maraudent le long de la baie d'Hudson et ils sont là. Alors pourquoi sont-ils là? De tout temps. Ils sont là parce qu'il y a la rivière Churchill, il y a Benjamin l'a dit, un écotone, un écosystème qui fait qu'il y a un petit peu plus de richesse ici. Alors, il grignote de temps en temps s'il y a un poisson, pourquoi pas. S'il y a quelques myrtilles qui traînent, quelques abeilles qui traînent, pourquoi pas. C'est des petits apéritifs, mais ils attendent les phoques. Et pour eux, encore une fois, attendre 3 semaines, un mois, évidemment, c'est un problème. En tant que tel, je ne devrais pas dire que ce n'est pas un problème. Mais ils supportent facilement le jeûne. Hein. Donc, c'est pour ça que les ours s'agglutinent ici. Et puis ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent à cause de l'homme blanc? Non, c'est l'homme blanc qui est allé là. Parce que Churchill, en fait, quand vous regardez sur une carte par Google Earth, vous voyez ça facilement, l'endroit le plus court entre l'Europe et les grandes plaines du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta au Canada, qui sont des réservoirs mondiaux, comme d'autres endroits d'ailleurs, mais des réservoirs mondiaux de céréales, l'endroit le plus court pour l'exportation de céréales, c'est par la baie d'Hudson, paradoxalement. Et c'est pour ça qu'une ville a été installée, la ville de Churchill a été installée, mais sans se rendre compte ou sans savoir à l'époque que c'était un lieu de stationnement des ours. Et c'est ce qui fait qu'il y a une activité humaine au milieu du territoire des ours. Merci Christian. Je vois une question, peut-être une dernière sur les oiseaux. Je pense que Simone fait peut-être écho à l'eider, à l'arfan des neiges ou au lagopède. Est-ce que vous avez pu faire quelques observations sur le mois d'octobre? Alors, pour les lagopèdes des saules, oui, de nombreuses fois, il y a des compagnies qui sont visibles dans la toundra. Donc, c'est normal, hein, c'est vraiment la zone d'hivernage des lagopèdes des saules. Dans la taïga, on en voit des compagnies parfois qui font plusieurs centaines d'individus qui migrent aussi vers le sud pour aller passer l'hiver dans la taïga. Elles reviennent de l'Arctique, du bas Arctique, de la toundra. Donc, beaucoup de lagopèdes de saules, pas de harfang des neiges, trop tôt. J'imagine que les harfans descendent plus tardivement avec les premières chutes de glace et les premiers grands froids. Donc pas de harfang. Et puis naturellement, comme je le disais, tout ce qui est anatidés, limicoles, ce sont des zones très riches, mais là, à l'automne, eux ont déjà entamé leur migration vers le sud. Et donc, en termes d'anatidés, enfin, en termes d'avifaune en général, à cette période, eh bien, c'est relativement pauvre, alors que pendant l'été, c'est relativement riche, tout simplement parce que les oiseaux sont déjà partis. Très bien. Il y a la question nombre de participants sur le voyage, 30. Hein. Et si nous ne sommes pas 30, comme c'était le cas cette année, dans ce cas-là, c'est complété par 2-3 Canadiens ou Américains, etc. Mais il y a une forte demande, une forte pression, très très forte pression, et encore une fois, le nombre de buggy est limité. Hein. Donc, on peut être 25, on peut être 30, mais on n'est pas... Voilà, c'est pas un bus scolaire, quoi. Voilà. Merci, Christian. Et puis, dernière chose, pardon, on y va toujours mi-octobre parce que si vous regardez sur le web, vous verrez des photos d'ours qui sont prises début septembre, d'autres début novembre, mais c'est indiscutablement mi-octobre que la concentration des ours est au maximum. Donc, on y va à ce moment-là. Très bien. Merci Christian. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je regarde un petit peu. En tout cas, merci à vous. Merci à toi Christian. Merci Benjamin pour vos interventions. Merci à vous ce soir, voyageurs, d'avoir été présents. Vous recevrez le replay ce soir donc sur votre adresse mail directement. N'hésitez pas à le partager si vous voulez le visualiser de nouveau. Si vous souhaitez continuer l'aventure Grands Espaces, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également, sur Instagram, Facebook, YouTube. On anime régulièrement des webinaires donc, avec différents intervenants. Je sais qu'en janvier, on aura le photographe Florian Ledoux, par exemple. On aura 2 webinaires sur nos voyages en Amazonie également, avec Raphaël, chef d'expédition également sur la Jangada. Donc, merci encore, merci à tous et au plaisir de vous avoir au téléphone ou sur le terrain. Merci à vous.
Et quant à moi, je voudrais juste ajouter que la semaine prochaine, il y aura un webinaire donc, qui reviendra sur nos observations de cet été. Et là encore, il y aura de l'ours. Ce n'est pas pour rien que le logo de Grands Espaces a été pendant 25 à 30 ans l'ours blanc. À bientôt dans l'article.